commencer tranquillement. Ils sont pareils, oui. On est 4. Après, ça dépend, je ne sais pas combien ils sont au niveau de l'atelier. En fait, il y a 4 ateliers en parallèle, du coup, c'est que les personnes se dispatchent confiance. Tout le monde était la lumière, du coup, t'étais la lumière aussi. Avec toi? Ouais. Non. Ah non, d'accord, ok. Mais je me demande si c'est parce que j'avais déjà suivi avec la BFC. Voilà, mais t'as l'impression que tu avais fait l'égalité de la formation. D'accord, à la DFC, on était à l'école toute l'année, mais ah, c'était dans le ça, d'accord. de... Bah, du coup, si tu m'en représentes pas, Je peux te prendre une fois, ouais, parce que j'ai en fait mes feuilles que j'ai créées sur la tablette. Merci. Ok. Eh bien, on va commencer. Du coup, on va refaire un petit tour de table pour que vous me disiez vos attentes par rapport à aujourd'hui. On a fait, hier, on a parlé on a parlé des émotions. Aujourd'hui, a priori, on parle de l'autorité. Je l'invite à me redire, en fait, à me dire quelles seraient les attentes par rapport à aujourd'hui. Bah, moi, c'est peut-être pour avoir des clés, parce que des fois, quand je vois que la classe commence un petit peu à dériver, je sais pas, pour remettre le silence et l'écoute, bah, des fois ça marche, et puis alors des fois ça marche pas du tout, et je me dis je suis pas crédible. Donc voilà. Parce que j'y crois peut-être pas moi-même, je sais pas, ou dans l'intonation de la voix, ou je sais pas, et des fois je me dis bon là ça marche pas. Peut-être pour avoir des astuces, mais pour vraiment retrouver un moment plus calme quand justement les élèves commencent à partir à droite et à gauche. Pour comprendre ce qui se joue, Oui. Pour avoir des outils. Voilà. Bah, les deux. Ok. Parce que ce qui marche avec une classe ne marche pas forcément avec une autre. Et c'est là où c'est assez déroutant aussi de se dire, mais voilà. Là, bah, j'ai fait ça avec cette classe, bah, tout de suite, on a repris le cours du cours. Et avec l'autre classe, ça n'a pas marché. Et on fait quoi? Ok, ça marche. Donc Isabelle, je suis professeure documentaliste. Ouais. En Guérois, collège un peu plus. Et effectivement, c'est comment on fait quand on a un élève qui ne veut pas faire quelque chose, littéralement. Par exemple, si je demande à un élève de ranger un livre, c'est pas possible. Il va pas en lire en blanc même. C'est défié quelque part. Et je trouve particulièrement ici, qu'il y a beaucoup de défiance, d'autorité de la part des élèves vis-à-vis des enseignants de rapport entre la femme et l'homme qui n'est pas le même. de l'autorité, refus de l'autorité. Plus souvent, on s'étonne qu'il fait ça. Moi, je n'ai pas toujours les mêmes élèves. Donc, il y a un cadre, je m'arrache. C'est dit, il y a un cadre. Pas tout et n'importe. Mais voilà, j'ai des élèves qui ont compris mon cadre, qui acceptent, et d'autres, c'est plus compliqué. Puis, des fois, c'est des refus. Ou alors, comment on fait quand un élève refuse de travailler? Parce que j'ai aussi des groupes d'élèves avec lesquels je travaille, et il y en a qui sont dans un refus de travailler. Est-ce que les élèves qui questionnent tout le cadre sont aussi des élèves qui questionnent le cadre en général avec les collègues qui les ont en continu? Oui, en général, ce sont effectivement les mêmes qui sont par rapport à l'autorité. Donc, du coup, on pourrait partir sur l'hypothèse que c'est pas forcément la façon dont toi tu poses le cadre, mais du coup, c'est plus un problème qui appartient à l'élève à ce moment-là, et d'essayer d'aller voir ce qui se passe pour lui par rapport au cadre. Il y a ça, et je pense aussi, dans l'esprit des élèves,
mais aussi les enseignants. Et je ne suis pas forcément considérée comme une enseignante par entière. Le professeur documentaliste, c'est compliqué. Une histoire de statut. Le statut, ouais. Non, c'est vrai. Qui fait que. Voilà, là, je rigole un peu parce que je suis sur un groupe Facebook de documentalistes en métropole. Là, les élèves nous appellent maintenant. C'est dit, c'est d'hier, c'est d'hier. C'est hier. C'est dit, Ouais. hier, c'est dit. Mais voilà, déjà, rien que là. C'est la dame du CDI, c'est la gardienne. C'est la gardienne Voilà, de livre. ça c'est joli, la gardienne de livre. C'est la dame du CDI. Voilà. Vous avez non, mais rien. Mais je pense qu'elle a raison. Et puis nous, on est tout seuls dans notre tissu. Je pense qu'elle a raison en fonction de la matière que tu enseignes. La représentation des élèves est différente. Moi, j'enseigne les arts plastiques. Bon, ben, c'est voilà, on va s'amuser, c'est la récré, machin. Ce qui est complètement faux, mais dans la représentation des élèves, musique, arts plastiques, sport, CDI, je pense que c'est pas la même chose qu'enseigner les maths ou le français. C'est ça. Voilà. Tu sais que moi, je partais pas dans le cas un peu extrême comme la dame. Je pense que pardon. Donc, je m'appelle Maude. Je suis enseignante dans le premier degré. Et ça fait 2 ans en fait, que je fais du remplacement dans la brigade de formation continue. Donc, je suis amenée à changer de classe, d'école tous les jours. Et du coup, là, dans le cas extrême, justement, l'autorité, comment on fait quand il y a un élève qui ne veut pas faire? Il est complètement dans le refus. Ou est-ce qu'il faut créer un cadre? Je pense que c'est un peu ça. Il faut peut-être créer un cadre que pour lui, mais du coup, il n'a pas le même cadre que les autres, pas les mêmes règles que les autres. C'est un peu le côté, comment on fait? Vraiment, un élève ne veut pas que c'est un C'est que c'était non. Voilà. Après, que ce soit de la maternelle ou CM2, est-ce que ça se gère de la même façon? Parce qu'un nom maternel, bon, c'est un... Je trouve qu'il y a encore moyen de... Il y a encore moyen de moyenner. Il y a encore moyen de... Par exemple, un CM2, c'est... Ouais. Je trouve. C'est plein de l'âge. Ok. Dans le but, moi, je fais un vivre. Bon, moi, j'arrive, je suis enseignante de base, hein, je suis titulaire, mais c'est vrai que les élèves, en fait, ils ont plus la notion de c'est pas leur maîtresse, c'est pas leur. Oui. Donc, en général, ils en profitent. Ouais. Oui, c'est vrai aussi. C'est parce que là, s'ils jouent. C'est la remplaçante, c'est pas grave. Il y en a qui sont comme ça, parce que des fois, le cadre, il est tellement. Moi, j'ai vu des enseignants où ils sont tellement carrés. Et même moi, je trouve ça trop carré. Dès qu'ils sont pas là, ça pète. Hein. Parce que les gamins, ils sont obligés de se tenir à carreau. Dès qu'il y a un truc, on leur tombe dessus. Ils sont sous contrôle permanent et on relâche un peu la pression. Ce qui se passe peut-être en fait avec ces élèves qui questionnent toujours le cadre. Parce que peut-être qu'à l'extérieur en fait de l'école, ils sont tellement cadrés que quand ils sentent une petite ouverture à l'école parce que du coup à l'école on est moins sévère ou peut-être qu'il y a aussi moins de violence et que du coup eh bien ça va, enfin qu'elle soit verbale ou physique, hein, et que du coup ils perçoivent ça comme un espace de liberté et comme ils n'ont pas l'habitude en fait, ça part en danger. Pas que ce soit. Enfin, moi, je dirais que c'est plutôt l'inverse. Ils ont tellement de liberté, pas de cadre quand ils vont chez eux. Ah, t'as l'impression que c'est l'inverse. Surtout, je pense, avec nos élèves internes, c'est quand même très spécifique. Parce que quasiment la moitié de l'année là, quand ils rentrent chez eux, ils sont en liberté. Ils ont, là, par exemple, il y a des élèves à Carava. C'est Pierrot qui dit ça. La collègue est à la fête, mais je ne vous ai pas vu. Je vous ai pas vu, là, je suis restée 15 jours, je vous ai pas vu. Ah ben non, ils ont dit, non, nous, on était tous partis sur l'entraînement. Les gamins, là, c'est la carte, ils ont le droit. Et après, ils reviennent sur le cadre, et ça, c'est. D'accord, donc ce serait là. Ouais, mais Enfin, je sais pas ce que j'en pense. moi, je pense en effet qu'il y a des élèves qui ont beaucoup de liberté, mais que dans certaines familles, il y a beaucoup de violence. Donc, il y a ce phénomène, ce double phénomène, je dirais. À la fois, il y a la liberté et à la fois, il y a la violence. Au collège, il n'y a pas la liberté et il n'y a pas la violence. Et heureusement d'ailleurs. Mais du coup, voilà, on est confrontés. Ils n'ont pas les mêmes repères, ils sont un peu perdus. C'est ça.
Élise, est-ce que tu veux intervenir toi aussi? On te met dans la salle, si tu m'entends. Bonjour, alors j'active ma caméra pour qu'on voit un petit peu. Voilà. Mon rapport à l'autorité, c'est tout à fait changeant, je pense. Je me questionne sur mon rapport à l'autorité. Est-ce que ça commence déjà dans l'enfance? Quelle forme d'autorité, on reçoit? Quelle forme d'autorité on donne? Et du coup, dans le cadre de mon métier d'enseignant, avec des élèves qui questionnent le cadre et l'autorité, c'est comment faire avec un groupe hétérogène et créer une ambiance suffisamment sereine sans imposer d'autorité. Voilà, c'est un peu ça ce que je cherche. Et Tu peux ouais, faire c'est une en vaste douceur. question. Tu m'entends? Ça? Oui, je t'entends. C'est comment je peux faire tout en douceur. Ouais, ça c'est un peu mon style, hein. J'ai pas fait de test d'autorité. Je sais que ça existe, mais voilà, j'ai pas choisi l'option de l'autoritarisme, ça c'est sûr. C'est plutôt un cadre, voilà, doux mais ferme, voilà, que j'essaye de mettre en place. Mais bien sûr, c'est comment gérer quand l'adolescent en pleine rébellion vient justement tacler un peu comme ça l'enseignant dans son cadre, dans sa règle. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'avoir un jeune qui fasse semblant de me mettre un coup de poing, quoi. Et qui, pour jouer, s'arrête, mais parce que là, il oublie que je suis dans ce cadre présent, la figure d'autorité. Et du coup, On a des situations comme ça. t'as perçu ce geste-là comme une volonté de t'imposer quelque chose ou une volonté de remettre en question ton statut? C'est la deuxième Il s'adressait à option. toi, en fait. En fait, c'était sous forme de jeu et il est sorti du cadre d'autorité, je pense. Il a oublié que j'étais l'enseignant, tout simplement, et il a voulu jouer comme il jouait avec ses camarades, quoi. Bien sûr, après, l'autorité, le cadre est revenu à lui, il s'est excusé, tout ça, mais bon, on a des jeunes dans cette situation-là aussi, quoi. Et c'est pas qu'avec moi, c'est avec mes collègues aussi. Voilà, on a des jeunes qui viennent vraiment beaucoup questionner l'autorité. Ok, ça marche, merci. Enfin, un petit tour de table pour savoir quelles sont vos attentes par rapport à la question du jour de l'autorité. Euh, Je peux rajouter aussi une anecdote. oui. Ça m'est jamais arrivé, mais mes collègues plusieurs collègues, d'ailleurs, c'est pas femmes, hein, c'est hommes, sont, sont confrontés à des élèves qui sortent par la fenêtre pendant le cours, Oh. qui Ah, s'échappent. d'accord. Et je trouve ça intéressant parce que ça vient questionner l'autorité homme-femme différemment. Et j'ai remarqué que voilà, ça peut être lié aux gens ou pas, ça dépend. Mais voilà, en ce moment, on a des élèves qui sortent par la fenêtre. J'espère que c'est de rez-de-chaussée, hein. Oui, bien sûr. Sinon, faut changer d'étage au troisième étage. Ouais, nous, ils font ça aussi, que ce soit homme ou femme. C'est qu'ils ont pas envie d'être là. Chape. Ils sortent pas par la fenêtre. Ils chapent, mais ils sortent pas par la fenêtre. Oh, il y en a qui petite. Hein? C'est sûr. Ok, on va continuer le tour de table et puis Attends, je regarde ça me donne. Je vais voir si tout se passe bien. Moi, je fais quelque chose. Alors, moi, c'est une question c'est un thème que j'ai questionné dès le moment où j'ai eu la responsabilité d'ado, d'enfant. Et j'ai commencé à être responsable d'enfant quand j'avais 16 ans, en fait, où j'étais responsable de scout. Et du coup, en fait, dès le début, bien sûr, à cet âge-là, on se pose pas les questions. On se dit, on fait, puis on se rend compte que, il y a un truc à faire. Et en fait, depuis toutes ces années, c'est vrai que je me pose la question,
comment enseigner l'autorité à quelqu'un qui veut l'avoir, en fait. Et au début, c'était pour moi, bien sûr. Après, quand je suis devenue enseignante et avec les années d'expérience, je me suis petit à petit construit une idée de ce que ça pouvait être et de ce que je pouvais dire à un prof ou quelqu'un qui va s'occuper d'enfants. Mais finalement, je me rends compte que je manque d'une théorie, quoi. Vraiment une théorie pour former, pour se former, mais pour former l'autre aussi. C'est quoi transmettre en fait? Ouais, C'est-à-dire que toi, tu as construit quelque chose de ton expérience, Ouais. tu as puisé des choses, mais c'est comment transmettre ça et qu'est-ce que tu as reçu en fait? Identifier ce que tu as reçu. oui, peut-être aussi, ouais. Et puis, il y a deux domaines. Il y a l'autorité en tant qu'enseignant et l'autorité à la maison aussi. Qui est aussi. Il va te avoir ce débat. Mais Avec les ados, un très vaste débat. voilà. Ok, ça marche. Ben, merci bien. Alors, on va pareil comme hier, on va commencer par bouger, par se mettre par déambuler dans la salle. Et pareil, vous allez investir l'espace. Et vous autorisez à se faire ce que vous ne faites pas du tout. Là, vous avez déjà l'expérience d'hier. Je ne sais pas si c'est hier. Alors, tu autorises que tu fais pas habituellement. Alors, je pose le cadre qui est que la conférence elle est enregistrée parce qu'on est en visio. Si jamais vous n'avez pas envie que ce soit diffusé sur le site de l'INSPE, si vous avez vous ne désirez pas que ce soit diffusé à l'issue de l'atelier, il n'y a pas de souci, vous me donnez l'information et moi je vous en transmettre. Et après, je ferai du coup un petit rappel sur les règles qu'on a posées hier. Donc, s'autoriser ce qu'on ne fait pas d'habitude, ça peut être. Je donne l'exemple parce qu'en général, moi je commence à enlever les chaussures. Je suis seule. Après, on peut monter sur les chaises. Voilà. On peut s'installer sur les tours. Ou pourquoi pas dire s'allonger par terre. Allez, hop, c'est parti. Hop, voilà. Se cacher sous la table. Ça me tripe également. Voilà. Jouer, mais après, ça doit être trop bien ça. Avec les sièges à roulettes. Tourner. On peut s'étirer, on peut parler, on peut crier, on peut faire une grimace. Et je vous invite à vous mettre en contact avec ce que ça vous fait, en fait, d'être là-dedans. Être dans l'autorisation, c'est agréable. On est dans quel sentiment, dans quelle émotion? La joie. Dans la joie. On est détendu. Le jeu, la joie, la liberté. Oui. Alors, à présent, vous allez marcher dans la pièce. Et là, je vous invite en silence à vous concentrer sur ce qui se passe dans votre corps. C'est-à-dire que quand je marche, je vais essayer peut-être de me concentrer sur les sensations que j'ai sous les pieds. Est-ce que le sol est chaud, froid? Est-ce que quand je marche, je vais attaquer le sol avec la pointe du pied ou au contraire avec le talon? Est-ce que moi, je sens mon changement de poids du corps entre la droite et la gauche? À quel moment est-ce que je bascule mon poids du corps sur l'autre côté? Est-ce que je sens ma cheville qui se plie un petit peu? À quel moment ma hanche se met en rythme? Et progressivement, si c'est
Prenez le temps dont vous avez besoin pour sentir ça. Essayez de voir si c'est facile en fait de se mettre en contact avec eux ou si c'est un peu compliqué. Parce que vraiment, je me concentre, maintenant, il n'y a pas les poids de l'orteil, je vais là. Ou alors est-ce que c'est fluide? En fait, je me sens facilement, je me sens facile. Enfin, c'est assez fluide pour moi de sentir si c'est confortable ou pas. Et puis progressivement, vous allez vous concentrer sur votre respiration. Alors la respiration, parce que ma respiration, elle est haute. Je respire avec mes épaules, ou est-ce que ma respiration, elle est un petit peu plus basse au niveau du plexus? Au contraire, est-ce que ma respiration, elle est vraiment dans le fond de mon ventre, là où quand je respire, ça va jusque dans le bassin? Et si vous sentez qu'il y a un petit blocage quelque part, vous invite justement à aller envoyer l'air à cet endroit-là. Essayez de fluidifier ça et puis peut-être faire partir le nœud avec l'expiration, faire partir la tension dans l'expiration. Si vous avez besoin de souffler, faites-le. Et de souffler. À présent, on va continuer cette rencontre. Et là, à chaque fois qu'on va se rencontrer, on va se dire bonjour. Imaginez que vous êtes sûr de vous, déterminé. Bonjour. 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 Imaginez que vous n'êtes pas trop sûr de vos capacités, de vos compétences. En fait, vous arrivez, vous êtes jeune prof, souvenez-vous. Et en fait, vous enseignez une nouvelle matière, vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous savez faire là. Bonjour. Et donc, vous allez dire bonjour. 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 Imaginez que ce matin, vous n'êtes pas à l'aise dans vos baskets. J'ai un truc papa, vous n'avez pas trop c'est gêné, je ne sais pas. C'est pas que je suis fatiguée, c'est pas que j'ai mal. Et dans cet exercice, je vous invite à voir ce qui se passe pour vous et ce que vous percevez de l'autre quand vous faites ça. Okay. Je vous demande plein de trucs en même temps. Hein. Vous pouvez le faire. Essayez de vous centrer sur ce qui se passe pour vous et d'essayer de voir aussi ce que vous percevez. Vous avez du mal. Trois niveaux. Et maintenant, eh bien, imaginez que vous n'êtes absolument pas à l'aise en société. Vous, en fait, votre kiff, c'est au milieu de la montagne, au milieu de la forêt, dans un château, dans un chalet, avec les oiseaux. Mais c'est tout. L'être humain, ça va, mais bon, pas trop, quoi. Et là, vous allez dire bonjour. Ouais, ça chie. Bonjour. Alors, voilà, vous allez vous mettre maintenant 2 par 2. Donc, avec le petit exercice, vous allez vous mettre 2 par 2. Une partie dans ce sens-là, une partie dans ce sens-là. Encore non. Bouchez vos oreilles. Vous allez leur dire une vérité, mais vous avez convaincu. Ok. Ça marche. On se met d'accord sur un truc? Non, d'accord. Et après, vous regardez dans ce sens-là, et vous allez lire ce que je note à vous. Hein? Oui, peu importe. D'accord. Alors,
Ils sont faits. Bah, attends, tu peux enlever, tu peux. Tu n'es plus obligé de te coucher. Et Ça, c'est bon. ça, c'est bon. Non, pardon, moi, j'ai pas regardé. Ah, Je sais pas. Tu m'as vu. Je sais pas. Ok, alors allez-y. Les enfants ont besoin qu'on s'occupe d'eux, mais ont besoin qu'on les laisse aussi avec un espace de liberté. Bah, je suis pas sûre du tout. En fait, les enfants, pour apprendre, ils ont besoin vraiment de consignes et puis faut pas trop leur donner de liberté. Je réagisse. Vas-y. Un minimum quand même. On construit les futurs adultes, il faut qu'ils sachent prendre des décisions. Et pour ça, il faut leur donner un espace de liberté. Mais l'espace de liberté, ils peuvent l'avoir aussi à la maison, en faisant des activités à l'extérieur. Je veux dire, en classe, ils n'ont pas besoin d'avoir cette liberté. Euh, Tout dépend de ce qu'on appelle liberté et quelle définition, quelle limite on pose à l'élève. Mais c'est un besoin primaire chez l'enfant, il faut le respecter. Merci. Vraiment. Tous les enfants n'ont pas besoin d'aller à l'école, ils peuvent apprendre, mais pas forcément en allant dans une école. Je l'ai. Ouais. Consigne. Voilà, consigne. Alors. Pardon. Donc, moi, je t'affirme que tous les enfants ne sont pas obligés d'être dans le système scolaire, qui peuvent très bien apprendre et réussir dans la vie sans passer par un système scolaire tel qu'on le connaît à l'école, le collège, le lycée. Et après, ils peuvent réussir dans leur vie. Ah, je ne suis pas du tout d'accord. Les enfants doivent aller à l'école absolument dès la maternelle, il y a un âge. Donc, c'est absolument ouvert. Jusqu'à au moins 16 ans. Ah, Comme mais les textes utilisent. c'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. C'est apprendre. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'on n'est pas obligé de mettre ses enfants à l'école. Ils peuvent apprendre différemment. Moi, j'ai des amis, leurs enfants ne sont pas forcément tout le temps à l'école. Par exemple, j'ai une amie qui était là, des amis qui étaient là, ils vivaient sur la Rambouillet. Leur fille, elle a poursuivi sa scolarité à l'école et elle s'en sort très très bien. C'est quand on est d'accord. Ok, Merci. Merci pour votre participation. Alors, les consignes, je le dis pour Élise parce que du coup, je ne sais pas si tu as tout vu, si tu as tout vu de ce qui s'est écrit, de ce qui s'est dit. La consigne, c'était de dire une vérité pour laquelle je suis convaincue, enfin, que ce soit vrai ou pas, mais dire quelque chose avec conviction. Et la consigne des personnes en face était vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit. Mm. Et donc, voilà, on va faire, on continue les petits jeux. Allez. Donc là, vous restez face à face. Vous allez vous mettre ici, toutes les deux. Vous allez vous mettre ici. Voilà. Et la consigne, ici, là, ça va être de s'approcher de la personne qui est en face jusqu'à la limite qui vous va bien. D'accord? C'est-à-dire que je vais avancer et puis quand je sens que je suis à la limite de ce qui me va bien, je m'arrête. Mais on n'avance pas en même temps. Et vous restez là. Ah oui, moi aussi. C'est bon? Allez-y. Ok. Maintenant, vous allez avancer jusqu'à cette personne. On continue. On a fait bouger. Ok, merci. Vous allez vérifier, on va faire l'expérience. Alors, on va inverser les rôles.
C'est pas. Vous avancez jusqu'à la limite qui vous va bien. OK. Et vous voyez ce que ça vous fait, comment vous vous sentez là-dedans. Et maintenant, vous allez avancer plus loin. Sur l'espace. Piète sur l'espace, ouais. Ok, c'est bon, on va pouvoir se rasseoir. Comment vous êtes-vous senti dans ce dernier jeu? Au moment où l'espace a été. D'abord, pour celles qui se sont avancées. Quand on choisit la limite, quand on choisit, voilà, on la connaît, pas instinctivement, d'ailleurs, parce que chacun a son propre espace instinctivement. Et quand elle est dépassée, enfin voilà. Quand on regarde qu'on rentre dans la limite de l'autre, moi je n'étais pas à l'aise. Alors, tu n'étais pas à l'aise de rentrer dans la limite de l'autre ou tu n'étais pas à l'aise pour rentrer dans ta limite? Je n'étais pas à l'aise de rentrer dans la limite de l'autre. Et quand l'autre est rentré dans ma limite, je me sentais agressive. Est-ce que ma consigne était de rentrer dans la limite de l'autre? Parce qu'en fait, ça a été, sur la première partie, tu as toujours été actrice. C'est-à-dire que tu t'es arrêtée à l'endroit où pour toi, c'était juste. Et après, je t'ai demandé de dépasser ta propre limite. Mais est-ce que t'empiétais sur ça? T'étais avec. Ouais, moi, j'avais le sentiment de rentrer dans sa sphère. D'accord. Est-ce qu'elle rentrait dans ta sphère? Oui. Et elle est rentrée dans ta sphère à quel moment? Le deuxième, quand il fallait avancer. Et quand elle s'est arrêtée, c'était OK pour toi? D'accord, ça marche. Ben, moi, en fait, je me suis fait la remarque que quand elle est avancée, que sa limite, elle était loin. Je me suis dit, oh ben, moi, je me serais rapprochée plus, je me suis fait la remarque, ah là là, c'est super loin. Et après, ben, forcément, je savais d'avance que j'allais rentrer dans ta limite, puisque moi, pour être, on va dire, en relation avec quelqu'un, c'est peut-être parce que j'ai des problèmes de vue, ou peut-être parce que j'entends mal, j'en sais rien. Peut-être, il faut que je sois plus près pour avoir vraiment une relation proche, ouais. Mais après, ça me dérange quand je suis trop près, quoi. Ça, là, c'est ma propre limite aussi. Et toi, ça a dû être horrible. Parce que c'était vraiment très près. Pas horrible. Toi, tu aurais eu besoin de dire stop avant est-ce que tu aurais eu besoin de lui dire stop avant Le premier arrêt? Ouais. Ouais, parce que c'est vrai, quand je me suis arrêtée un peu plus loin, pour moi, c'était la distance pour parler à quelqu'un. Pour parler à quelqu'un avec qui on n'a pas vraiment conversé, etc. Ouais. Bonjour, ça va. Oui. Dans les jeux, mais Quelqu'un ne connaît pas. voilà, c'est la limite avec elle parce que je ne la connais pas assez. Avec quelqu'un d'autre, enfin, ça me dérange vraiment pas d'être beaucoup plus proche, qui est du toucher physique et tout. Mais quelqu'un que je connais pas, j'ai besoin d'avoir une distance. Donc, quand elle s'est avancée, toi, tu aurais eu besoin de lui dire stop avant, en fait. Oui. Ouais. Ouais. Et comment tu as vécu cette. J'avais envie de réagir, même, ou de le dire, Ouais. et de la pousser, quoi, de réagir. Qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas fait? Parce que on était dans les règles, Ouais. et du coup, je voulais aussi tester ce que ça me faisait. D'accord, ça marche. Ouais, moi, j'avais envie de reculer à un moment donné. Mais on ne pouvait pas. Je fais exprès. Ne le fais pas. Alors là, effectivement, on parle d'espace relationnel entre l'un et l'autre. Et on parle aussi du fait de comment est-ce que j'accepte, enfin, de quel espace moi j'ai besoin, d'accord? Et comment est-ce que j'accepte que l'autre entre ou pas dans mon espace? Et moi, je me disais aussi que là, je n'ai pas parce que là, c'était face à face. Mais côte à côte, je pense que je me suis peut-être collée un peu plus. Ça m'aurait moins dérangé aussi. Donc, mon espace et comment je réagis par rapport à mon espace. Ensuite,
on a fait un autre petit jeu qui était l'histoire de d'être d'accord ou pas d'accord. Qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous dit bah non, je suis pas d'accord. Ben, on essaie d'argumenter pour le convaincre, mais voilà, pour moi, la difficulté, c'est que j'étais d'accord. Donc, j'ai essayé de trouver des arguments pour être pas d'accord et d'argumenter en même temps. Ça aurait été plus simple si j'avais été réellement pas d'accord. J'aurais trouvé des arguments plus percutants, je pense. Donc ça aurait été plus percutant Ah oui, oui, si oui. ça n'avait pas été. Oui, oui, si j'avais vraiment pas été d'accord, j'aurais trouvé l'intonation, les arguments pour. En général, j'essaie de convaincre. Du coup, c'est plus virulent, quoi. Si t'es pas d'accord. Oui, quand même, c'est en virulent. Plus déterminé. Plus déterminé, voilà. Déterminé. Plus déterminé. Pour les autres. Oui, je suis d'accord. Tu as plus confiance en toi parce que tu sais ça. Tu sais que c'est ça et tu défends ton opinion. J'ai confiance en moi, donc je défends mon opinion. Moi, sauf que des fois, je laisse faire. Ouais. Je ne vais pas non plus forcément chercher à accompagner une personne sur quelque chose avec lequel je suis pas d'accord, qui en vaut pas la peine, Oui, je me dis après tout, il pense différemment. Il ne comprend pas comment je pense ou ce que je veux dire. Je n'ai pas non plus vraiment insister, chacun a sa liberté. Moi, c'est pareil, parce que si la personne en face commence à s'énerver ou ben là, je lâche l'affaire. Je veux dire, ça va. On va pas se battre pour des opinions différentes. Je veux dire. on lâche quand l'autre s'énerve. Ah oui, 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 je vais pas aller au combat. Moi, quand j'ai quelque chose où je suis convaincue, je n'autorise pas à être convaincue à 100% si possible. Et du coup, ce que va dire l'autre, pour moi, c'est toujours un élément de réflexion supplémentaire, tout en pouvant lui répondre sur des questions auxquelles j'ai déjà réfléchi, où je peux argumenter, mais je reçois toujours ce qu'il dit comme un peu comme une photographie de là où il en est lui dans sa réflexion. Il n'a peut-être pas réfléchi à la question, il a des points de vue qui sont peut-être différents, mais il y a une raison, il y a une logique qui lui est propre. Et j'accueille sa logique comme moi, j'ai ma logique à moi. Elles sont peut-être. Ok, alors est-ce que c'est ce qui se passe dans ta tête ou est-ce que c'est ce qui se passe dans ton corps? Les deux. Est-ce que t'es complètement. Essaye de te remettre dans ce qui s'est passé au moment où tu as dit ben non, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Est-ce que tu t'es senti déstabilisé? Est-ce que tu as rigolé? Ou est-ce que c'était quelque chose qui. Ah ouais, t'es pas d'accord. Premier mouvement. Hein. Ouais, Pas celui qui. Ouais, ouais. Pas la tête. En fait, juste le premier mouvement, moi, je parlais de l'enfance en général et la recadrer dans le cadre scolaire. Et en fait, du coup, c'est vrai que la réflexion est autre. Du coup, ça m'a plus. Je me suis dit, bon, d'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur le cadre. C'était plus ça, ma première réaction. On pouvait pas. Il faut d'abord tout de suite qu'on parle bien de la même chose. Du coup, c'était encore là, quoi. Je pense que ça me déstabilise un peu, ouais. Quand l'autre. Justement, parce que ça pointe le pourcentage auquel je n'ai pas réfléchi, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je me dis, eh ben non, je n'ai pas bien réfléchi à la question. Ah mince, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, donc il manque une info. Ouais, c'est ça. Je pense plutôt comme ça. Donc déstabilisé par l'idée que j'ai loupé un truc. Ouais, ouais. Je vais dire. C'est déjà dit en fait. Allô? Oui. Oui, alors ça coupe un peu chez moi le son.
Du coup, Ok. j'avais pas compris que vous étiez en jeu entre la personne qui parlait. Je crois que c'est Madame la documentaliste qui disait, ben moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir de liberté pour un jeune dans le cadre scolaire. Et la personne qui lui répondait. Alors, est-ce que c'était un jeu à ce moment-là? Oui. Et alors, Oui. Alors moi, j'ai pris le truc en route. si oui, ça te fait quoi? Et sinon, ça te fait quoi? Et ben justement, j'étais à fond dedans parce que comme ça a coupé, j'ai pas entendu que c'était une consigne. Et d'un coup, j'ai entendu ça et je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait la dame dans l'atelier alors si elle pense que les jeunes n'ont pas besoin de liberté? Mais j'y ai cru à 100%. Et du coup, ça m'a provoqué. Je me suis associée à la personne qui répondait en soutien, en me disant, bah, et je sentais l'irritabilité monter en moi et l'agressivité. Voilà. À Merci. distance. À distance, en fait, finalement, ça marche la vidéo. Tu m'as dit irritabilité, agressivité, c'est ça? Oui, bon, bien sûr, après, mon autocensure va venir contrôler ça, mais c'est si je reviens vraiment aux sensations qui montent, ben voilà. Ouais, ouais. Ben, merci de ton Et ça partage. venait du ventre. Et ça venait du ventre. Voilà. Du ventre, et t'étais un peu comme ça, alors? Ça monte, oui, ça monte. Ça monte. Genre, Oui. si on devait se faire référence à ce qu'on a vu hier, ce serait quoi comme émotion? Je dirais la colère. Bah, c'est bien, on fait le tour, hein. C'est cool. On a parlé d'espace, on a parlé de comment c'est pour moi si l'autre rentre dans mon espace. On a parlé du fait que comment est-ce que qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi quand l'autre n'est pas d'accord avec moi, que c'est quelque chose auquel je crois vraiment. Alors, ouais, effectivement, on est dans un jeu, mais on était dans un jeu. Mais qu'est-ce que ça me fait? Quel est le premier mouvement en fait? Est-ce que j'ai envie de convaincre? Est-ce que en fait ça me déstabilise? Est-ce que je suis dans un truc avec lequel bah, en fait c'est ok, j'y avais pas pensé, du coup je vais aller creuser de l'autre côté pour voir pourquoi est-ce qu'il pense comme ça celui-là. Et ça parle de quoi ça? Qu'est-ce qui fait que je me sens déstabilisée, que j'ai envie de convaincre, ou que bah, au contraire c'est ah ouais tiens il est pas d'accord. On se sent remis en cause. Ouais, donc ça parle de quoi? De confiance en soi. Oui. Ouais. C'est un système de valeurs qui nous définit aussi. Parce que si on a des convictions, c'est qu'elles sont rattachées à des valeurs qui ont été construites. Et du coup, quand quelqu'un ébranle nos valeurs, on ébranle notre identité profonde, quoi. Quand ça touche aux valeurs, ça va aller chercher de la colère, du coup, parce qu'on est ébranlé dans notre espace, dans nos convictions, c'est ça? Ouais. Ouais. Vous voyez où elle est la source de conflit? Alors, l'autorité, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'autorité, on a plusieurs. On peut avoir une autorité de statut, d'accord? C'est-à-dire que par ma fonction, j'ai de l'autorité, donc je vais m'attendre à ce que les autres m'écoutent ben, parce que je suis la prof, ou parce que je suis le directeur, ou parce que. Et en même temps, est-ce que ça marche à chaque fois? Non. On peut avoir une autorité aussi par rapport à ce que l'on sait. D'accord? Par rapport à ce que l'on sait, c'est parce que j'ai de l'expérience qu'en fait les autres vont me reconnaître cette autorité-là. D'accord? C'est parce que j'ai 40 ans d'expérience dans le métier que la petite stagiaire, quand elle va débouler, elle va m'écouter au moins un minimum. Même si j'ai pas super confiance en moi. Okay? Et on peut avoir une autorité
savez, cette autorité de je rentre dans la pièce et tout. Ouais, Le rêve de tous les profs, non, c'est ça? une autorité naturelle. Une autorité naturelle. Alors, c'est quoi la différence entre ça, entre ces trois autorités? Ben, l'autorité de statut, ça va être le droit. C'est parce que je suis prof que je peux vous imposer quelque chose. C'est moi qui prends le pouvoir sur vous et je suis validée par mon statut. C'est une autorité que je vais imposer à l'autre. L'autorité qui émane de ma connaissance, de mon savoir, de mon expérience, c'est une autorité en fait que l'autre me reconnaît. Je ne lui impose pas. C'est elle qui va reconnaître cette autorité-là parce qu'elle reconnaît mon expérience. Et l'autorité naturelle, Elle vient d'où? elle vient d'où celle-là? Elle vient d'où? La confiance. Moi, je l'ai dit confiance en soi. Elle va peut-être un petit peu, ouais. Elle vient de la confiance en soi. Donc, on va passer à... Ça, c'est ce que je vous ai dit. D'accord? L'autorité de fonction, c'est mon autorité qui va me donner le pouvoir sur l'autre. D'accord? La considération, elle permet l'influence sur l'autre et c'est l'autre qui reconnaît les autorités. Et quand on est l'autorité naturelle, ben en fait, c'est aussi l'autre qui perçoit cette autorité sans forcément savoir pourquoi. Okay. Je vous ai mis les définitions. L'autorité, c'est la capacité à faire grandir l'autre. Et obéir, ça veut dire percevoir par l'essence et par l'intelligence. Obéir? Ouais. Au niveau étymologique, obéir, ça veut dire, en fait, c'est percevoir ce qui se passe, ce que tu es en train de me dire, par mes sens et par mon intelligence. Pas forcément par rapport à ce que tu m'imposes de faire. Si par mes sens et par mon intelligence, je perçois que ce que tu m'imposes de faire n'est pas juste, eh bien, je vais obéir à mes sens et à mon intelligence. À soi-même, du coup? Ah bah ouais. On obéit à soi-même, pas l'autre. C'est pas une inconnu. Si je t'impose de te taire, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ah bah, ça dépend. Qui est mieux pour moi? Ouais. Alors, ok, ça dépend du aussi pour toi, ça veut dire quoi? Donc c'est la raison. D'accord. Tu vois ce que tu es en train de me dire? Ça dépend de qui tu es pour moi. Ça dépend. Je vais aller. Qu'est-ce que tu vas chercher en fait comme information pour savoir si tu dois en fait faire ce que je te dis ou pas? Si tu as le droit de me le dire. Ok. Et si tu reconnais que j'ai le droit de te le dire, tu vas le faire. Moi, oui. Ouais. Et si tu reconnais pas que j'ai le droit de te le dire, est-ce que tu vas le faire? Je vais analyser la situation. D'accord. Donc en fait, tu es en train d'obéir à qui? Oui, à mon avis. À tes valeurs. Pas à moi. Ouais. On a 3 styles d'autorité. Ça peut-être. Enfin, je vais en parler. L'autorité, moi je vous propose de la regarder à la lumière des besoins et des ressources de l'enfant. Les 3 styles d'autorité, c'est l'autoritarisme, l'autorité autocratique, l'autorité laxiste et l'autorité démocratique. Si je dois définir ces 3 styles d'autorité en termes de ressources et de besoins pour l'enfant, l'autorité autocratique, c'est j'ai décidé que ce serait comme ça, donc tu n'as pas le choix, tu le fais, point barre, même pas la peine de discuter.
je vais donner, dans ce cas-là, je donne plus de contraintes que de ressources à l'enfant. Ok. Si j'ai dans une autorité laxiste, en général on parle de laxiste, eh bien ça va être ok, t'as pas envie de le faire, bah écoute mon petit chéri, quand tu seras prêt, tu me le dis. Quand attends, j'ai plus obligé de faire, mais c'est pas. Je vais attendre que tu sois prêt pour le faire. Je vais attendre que tu sois capable de le faire. Je vais attendre de. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, je donne plus de ressources que de contraintes. L'autorité démocratique, ce serait cette lumière, en fait. C'est-à-dire que l'autorité démocratique, on va donner à la fois des ressources et des contraintes. Mais on ne les donne pas au hasard, les ressources et les contraintes. On va les donner en fonction de l'enfant et pas en fonction de mes besoins à moi, en fonction des besoins de l'enfant. Je n'impose pas le silence dans la classe parce que j'ai besoin de silence. D'accord ? Si on parle d'autorité, hein, après on parlera de ces besoins. Mais j'impose le silence dans la classe parce que les enfants ont besoin de silence pour pouvoir se concentrer. D'accord ? On n'est pas sur la même chose qu'hier, d'accord? Si hier, on a parlé aussi du silence dans la classe, où on s'est dit, ça m'agresse, donc moi j'ai un besoin qui n'est pas satisfait, et dans ce cas-là, je l'exprime en jeu, et je dis, stop, ça ne me va pas ce qu'il est en train de se passer, parce que moi, le bruit m'agresse et je ne peux pas me concentrer. Et là, je prends la responsabilité de ce qui se passe et je parle en jeu. On n'est pas dans la même chose. Là, le bruit ne m'agresse pas, d'accord? Mais il y a effectivement trop de bruit pour que, ou alors il y en a un qui est en train de gigoter partout, qui empêche les autres de travailler. Et donc là, fondamentalement, ça ne me dérange pas qu'il empêche les autres de travailler, sauf que ça empêche les autres de travailler. Mais moi, ça ne m'empêche pas de continuer mon travail. Donc le problème, il n'est pas à moi. Il n'est pas pour moi, ce problème. Il est pour l'enfant. Pour les enfants. Donc là, dans ce cas-là, je vais aller essayer de voir ce qui se passe pour l'enfant, d'accord? C'est-à-dire que je vais, qu'est-ce que l'autorité démocratique, enfin l'autorité autocratique dans ce cas-là, c'est je t'impose de rester sur ta chaise et d'arrêter de bouger. L'autorité laxiste, ce serait ah ouais, mais je sais que les enfants ils ont besoin de bouger, donc je ne peux pas l'empêcher de se lever, de faire 4 fois le tour de la pièce. L'autorité démocratique, ce serait OK. Je vais voir ça en fonction des besoins et de la zone proximale de développement de l'enfant, c'est-à-dire de ce qu'il est capable de faire aujourd'hui ou un petit peu après. Il a 3 ans. Est-ce que je peux lui demander de rester assis sur une chaise pendant 3 heures? Techniquement, je vais à l'encontre de son besoin de mouvement à cet âge-là. Et en plus, je suis hors de sa zone de compétence parce qu'il ne peut pas s'autoréguler par rapport à ça. OK? C'est un ado. Il a certainement besoin de mouvement, mais peut-être pas tant que ça parce qu'il sort de son heure de sport. Et puis en plus, les ados, ils sont en face, donc ça y est, tu vois. Genre, oh là là, c'est trop compliqué de bouger en ce moment. Donc, il n'a pas forcément besoin de se lever, celui-là, d'accord? Et a priori, il est capable de s'autoréguler, de différer un besoin. Donc, peut-être que lui, je peux lui demander de rester assis. C'est dans ses compétences. OK? Bon, un autre exemple personnel pour les petits-enfants à la maison. Mon enfant a 10 ans, il a besoin, je sais, de 10 à 11 heures de sommeil pour être à peu près opérationnel le lendemain. Donc, je le lève à 7 heures, il doit être couché, on va dire qu'il faut que je me couche à 20 heures. Bonjour, bienvenue. On parle d'autorité, nous. Ah, c'est peut-être pas encore là. Alors, c'est pas encore là. Attends, impose. Je m'impose. Donc,
mon fils doit se coucher à 8 heures parce que je le lève à 7 heures et que du coup, j'ai mes 11 heures de sommeil, c'est bon, ça se cale comme ça. C'est un besoin à son âge. D'accord? Donc, je sais que si je ne le fais pas, si je ne lui impose pas, enfin, s'il ne dort pas à 8 heures, d'accord? Eh bien, il sera trop fatigué demain, ça va traîner toute la semaine, il ne pourra pas se concentrer à l'école, il sera grincheux, il gérera plus ses émotions, et tout le truc qui va derrière. Donc, je sais que c'est un besoin. Lui, ce soir, il n'a pas envie de se coucher. Alors, j'ai le choix entre lui dire, c'est comme ça, il n'y a pas trop de moment. Tu vas au lit, tu fermes les yeux. Je sais pas si vous avez déjà essayé, moi ça marche pas. Et le choix entre oui, mais il a pas envie ce soir, bon, tant pis, tu prends un livre et puis tu lis en attendant, puis quand tu seras fatigué, tu éteindras la lumière. Et puis le lendemain, j'arrive pas à le réveiller, tant pis, on sera en retard à l'école, on est vraiment trop en retard, tant pis, il va aller à l'école. Je fais pas exprès, hein, je prends les deux extrêmes. L'autorité démocratique, ce serait je sais que tu as besoin, donc en fait, la négociation, elle ne se fait pas sur l'heure du coucher. D'accord? Par contre, tu as peut-être besoin de ressources pour pouvoir t'endormir maintenant. D'accord? Je ne peux pas t'imposer de dormir. Par contre, peut-être que je peux te donner des petits trucs et astuces pour te détendre, pour pouvoir dormir. Des petits trucs et astuces, parce que quand tu es petit, tu as besoin d'une présence, parce que t'endormir, c'est la séparation, machin, t'es pas trop tranquille avec ça. Donc, je vais rester à côté de toi pour qu'il y ait une histoire. Je vais rester à côté de toi dans le noir pour que je te mets en condition pour dormir. Je suis pas en train de négocier sur le moment où tu vas t'endormir. Je suis en train de t'accompagner pour que tu puisses t'endormir. Okay. Et puis, si tu es plus grand, tu n'as peut-être plus besoin de moi, forcément, pendant 2 heures à côté de toi. C'est plus comme était petit, on va passer la scène dessus. Là, peut-être que tu as besoin effectivement de lire 5 minutes. Donc, du coup, on négocie le fait d'être au lit à -10 pour qu'à 8 heures pile, on éteigne la lumière. D'accord? Ou alors, peut-être que tu étais un peu énervé aujourd'hui. Je vais voir de quoi tu as besoin, en fait. Tu étais énervé aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, donc tu as besoin d'exprimer ce qui se passe aujourd'hui avant de t'endormir. Je vais te donner un dessin pour que tu dessines. Ou alors peut-être que tu as besoin de petits trucs et astuces pour te détendre dans ton corps. On fait le spaghetti dur, spaghetti dur, ce qui permet aux enfants de sentir la tension, la décontraction, tension, décontraction, et du coup, ils sentent dans leur corps, avec leur sens, la contraction et la décontraction. Du coup, voilà, donc je les donne, je négocie pas sur le besoin, j'impose quelque chose en rapport avec son besoin. Par contre, je vais moduler sur ce qu'il est en mesure de faire, en fonction de ses compétences, de ses capacités, de ce qu'il est en mesure de faire à son âge. Je vous rappelle, alors hier, on a parlé du cadre, les règles, le cadre. Les règles, elles ont une fonction qui est la sécurité. Les règles, elles ont une fonction, c'est de mettre en sécurité. Le cadre, il a une fonction, c'est de mettre en sécurité. Et pour avoir, on a dit hier que c'est l'expérience que vous avez faite ce matin. Ce matin, c'était quoi? Premier exercice, vous vous autorisez à faire ce que vous ne faites pas d'habitude. On a touché quoi? On a touché la liberté, la joie, grâce au jeu. Et la joie, c'est l'émotion des apprentissages, c'est l'émotion du partage. Quelqu'un qui est en joie avec moi, quelqu'un avec qui je suis heureux, je suis bien, je suis joyeux, j'ai envie de le suivre. Ce qui va m'apprendre, je vais l'intégrer. Ah. On a un passager clandestin dans la salle. Donc, j'ai besoin en fait d'aller toucher la joie chez la personne, et la joie elle est possible si je me sens en sécurité. Si je me sens pas en sécurité quelque part, je vais être focalisée à me mettre en sécurité, mais je vais pas m'autoriser la joie, et la joie elle donne aussi la créativité.
D'accord? Donc ça, créativité, joie, etc., c'est ce que vous avez besoin, vous, en haut de la pyramide de Maslow, pour embarquer les enfants dans les apprentissages. C'est là c'est avec ça, vous les embarquez. Si vous n'avez pas ça, vous les embarquez. Oui, mais quand la pyramide, elle n'est pas stable en bas, c'est là où c'est difficile. Alors, quand la pyramide, elle n'est pas stable en bas, est-ce que j'ai non, si ma pyramide elle n'est pas stable en bas, c'est pas forcément à vous de tout combler, mais comme on l'a dit hier, c'est important de l'entendre pour l'enfant. D'accord? C'est-à-dire que si l'enfant il ne se sent, a priori, si l'enfant ne se sent pas en sécurité, quelle émotion est derrière? La peur. La peur. Si l'enfant ne se sent pas appartenir au groupe, quelle est l'émotion qui est derrière? Le rejet. Ouais, alors le rejet, c'est quoi? C'est quelle émotion? Voilà, ça peut être tristesse ou émotion. Oui, si l'enfant ne se sent pas compétent dans ce qu'il fait, pas confiance en ses capacités, il se sent nul. c'est la honte. C'est la honte. Okay. Donc, j'ai pas forcément besoin, en fait, de le faire aimer par ses copains de classe, d'accord? Mais peut-être que je peux me questionner sur est-ce qu'il a honte de lui parce qu'en fait, il est nul à l'école, parce qu'il n'arrive pas à s'investir, parce qu'il a des 15 000 problèmes à la maison et que les apprentissages, c'est... Ils le disent, Opération les Lune, élèves, hein. Ils le disent, madame, j'ai honte. Il l'exprime pour le. Voilà. Beaucoup, hein. Alors oui, mais ils disent pas. Non, mais ils disent souvent qu'ils ont honte. Ouais. Alors, et comment est-ce qu'on... Alors, du coup, là, on reste sur les émotions d'hier qu'on n'a pas faites, mais c'est pas grave, on va y aller quand même. Du coup, la honte, comment et on prend en charge chacune de ces émotions? La peur, il faut rassurer, la tristesse, il faut consoler, et la honte, il faut valoriser. Ok. Tu m'as dit quoi? La peur. La peur, il faut rassurer. La peur, faut rassurer. La tristesse, il faut consoler. Consoler. Et la honte, il faut valoriser. Ok, on y va. Tu as peur des araignées. Il y a une grosse araignée qui arrive devant toi. J'arrive, je te dis, oh, t'inquiète pas, je m'en occupe, je l'écrase. Est-ce que la prochaine fois que l'araignée va arriver, tu auras moins peur? Mais là, c'est pas rassurant, hein, ce que tu fais. Alors, si, pour rassurer, s'il y a une araignée, il faut dire, ben, regarde, c'est un petit animal, regarde ses pattes, regarde ses yeux. Parce que là, t'as pas rassuré, t'as écrasé l'araignée. Je te rassure, t'inquiète pas, je m'en occupe. Ça apprend. Ouais. Tu seras pas là la prochaine fois. Oui. Rassurer, c'est apprendre à diminuer, à percevoir le danger différemment et pouvoir agir. Ah, d'accord. Donc, alors moi, j'appelle pas ça rassurer. Moi, j'appelle ça apprendre à reprendre le pouvoir sur la situation. C'est-à-dire que je peux t'expliquer que l'animal, il est tout petit, mais en fait, si t'en as peur, c'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Et si c'est dans le cœur, tu peux me dire que l'araignée, elle est grande comme ça, de toute façon, j'en aurais quand même eu peur. Par contre, si tu m'apprends à gérer la situation, à reprendre le pouvoir sur ce qui me fait peur, là, oui, tu vas me permettre de dépasser ma peur. Ah oui, parce que c'est irrationnel. Parce que c'est irrationnel. Et je vous rappelle que quand on est dans l'émotion, on est dans le cerveau limbique, on n'est pas dans le cortex. Et quand je suis en train de t'expliquer que la petite araignée, elle n'est pas mimeuse, que je l'ai mesurée, qu'elle fait 3,5 cm et que la petite bête, elle ne mange pas la grosse, d'accord? Eh bien, je m'adresse à ton cortex. Et moi, je suis là, j'ai peur. Donc, moi, j'ai besoin d'accueillir la peur avant de t'expliquer pourquoi. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, franchement. D'accord? Comme les margouilles, il y a des gens qui ont peur. Oui, avec la peur des margouilles. Donc, pour t'aider à dépasser ta peur, je n'ai pas besoin de te rassurer au sens où on l'entend habituellement, d'accord? J'ai besoin de t'apprendre à reprendre le pouvoir sur la situation.
La tristesse, quand je suis triste, j'ai besoin de quoi? C'est bien 9h. Parce qu'ils sont en avance. Ils mettent la pression. Je pense que quand on est triste, on a besoin d'exprimer la raison de la tristesse. Ouais. Alors, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un d'autre ou pas? Ça dépend. C'est Ça pas forcément bien. Ça dépend. Et là, ils ont besoin d'être dans leur bulle et de personne n'est libre. Voilà. Donc, la tristesse, ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui vont avoir besoin de partager avec quelqu'un avec qui ils sont intimes, d'accord? Ce qui va pas, de pleurer, Alors, la tristesse, c'est le déclencheur, c'est la perte réelle ou symbolique. D'accord? Donc, effectivement, l'enfant qui est triste parce que il a plus aucun copain qui lui parle, d'accord? Il est triste d'avoir perdu ses liens d'amitié. D'accord? Et donc, il peut avoir besoin de le pleurer. D'accord? De le dire. Et après, en fonction de. Et après ça, il peut avoir besoin d'être tout seul ou au contraire d'avoir un câlin, etc. D'accord? Donc, c'est comme ça que je l'accompagne la tristesse. La honte. Confiance en soi. Hein? Il faut lui donner confiance en soi. Ok. Comment on fait? C'est la peur du regard des autres, la honte. Alors, la honte, c'est une émotion qui est compliquée. La honte, on a deux hontes. On a ce qu'on appelle, c'est un peu le bazar dans mon sujet, je mets des couleurs différentes pour suivre. On a la honte sociale et on a ce que j'appellerais la vraie honte, d'accord? Qui est en fait vraiment l'émotion qui est déclenchée. La honte, alors comme toute émotion, elle a un déclencheur, elle a une fonction, elle sert à quelque chose, d'accord? Donc, le déclencheur de la honte, c'est quoi? Vous m'avez dit le regard de l'autre. C'est ça, hein? Oui, le jugement. Oui. Le jugement, c'est le déclencheur de la honte sociale. Il peut l'habiller. D'accord? C'est le déclencheur de la honte sociale. La honte, qu'est-ce qu'elle provoque? Qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on a honte? Se cacher. Elle provoque l'exclusion du groupe social. Donc, il me juge, donc je me retrouve exclue. C'est douloureux. Il y a je sais comment dire, des études scientifiques ont dit que il y a des études qui ont dit que en fait on s'est aperçu que l'exclusion sociale déclenchait les mêmes circuits que la douleur dans le cerveau. Donc l'exclusion, elle est douloureuse. Maintenant, est-ce que vous avez une idée de ce que pourrait être la vraie honte? Ce que j'appelle moi la vraie honte. Quand on a honte de soi, que ça vient de l'intérieur, Ouais. de l'extérieur. Et qui, du coup, ce serait déclenché par quoi? Quand j'ai vraiment honte et que j'ai envie de me cacher, quel serait ce déclencheur? Qu'est-ce qui pourrait me donner envie de me cacher? Parce que je ne sais pas forcément, j'ai confiance. J'ai pas confiance. Parce que là, par exemple, on interroge un élève, et il veut pas. Effectivement, j'ai honte. Mais alors, dans ces cas-là, il a honte pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il n'atteint pas la valeur qu'il s'est donnée. Enfin, il a un décalage avec, Est-ce que si vous étiez toute seule avec lui, il aurait honte ou est-ce qu'il serait capable de quand même de répondre à vos questions? Est-ce qu'il a honte du regard de l'autre? Que l'autre peut porter sur lui? Ouais. Soit le vôtre, hein, soit celui des copains. Donc là, on est encore dans la honte sociale. Oui. Je sais pas si c'est. Enfin, justement, j'arrive pas à comprendre. c'est toujours par rapport à C'est la honte sociale ou pas. c'est toujours par rapport à un système de valeurs, mais qui est imposé par l'autre, en fait. On est des êtres sociaux. Ça, c'est indéniable. On est des êtres sociaux. Donc, comme on est des êtres sociaux, eh bien, notre survie est aussi assurée par le groupe. Donc, on a besoin du groupe. Okay. Maintenant, tu te balades et j'arrive et bam, je te fais un croche-patte et tu casses la jambe. C'est bien. Ah bah, c'est moi que je t'ai fait.
Oh là là, vraiment, je suis éparpillée. La honte, elle va être déclenchée quand je porte préjudice à l'autre. Quand je fais du mal à l'autre, en fait, je vais avoir honte de ce que je fais. Ça a quoi pour fonction? Ça a pour fonction, en fait, du coup, de m'exclure du groupe social parce que, en fait, j'ai fait du mal à l'autre, donc potentiellement, je peux être dangereuse pour le groupe. Je m'exclus du groupe social, je réfléchis à ce que j'ai fait et je reviens dans le groupe social pour demander réparation. Mais ça, c'est un sentiment blanc. C'est vrai que j'avais jamais vu. Enfin, si, moi, si je fais du mal à quelqu'un, c'est sûr que je vais avoir honte. Je vais être hyper désolée, je vais avoir envie de me cacher. Mais dans des situations où il y a une agression physique envers quelqu'un d'autre, les agresseurs, ils n'ont pas honte en général. Ben non. Pourquoi? Parce qu'en fait, la honte sociale prend le pas sur la véritable honte. Et que, par exemple, dans un cas d'agression physique, par exemple, dans un cas de viol, d'accord, d'agression sexuelle, la honte sociale, elle est portée sur la victime. Et Bah c'est oui. pour ça qu'à chaque fois, on dit, ah oui, mais c'est parce qu'elle s'est pas bien habillée, ou Oui, parce c'est que ça, ceci, c'est ou parce que cela. La honte, c'est de la honte sociale. Et la honte sociale, elle n'est pas utile, en fait, à l'individu. La honte sociale, elle ne fait que exclure les individus du groupe et donc elle est douloureuse. Ah oui, Elle n'a c'est pas sûr. d'utilité en tant que telle, cette honte-là, ni pour le groupe, ni pour soi. Mais comment on Par contre, explique qu'un agresseur, justement, puisque la honte fait partie des 6 émotions humaines, comment on explique chez quelqu'un qui agresse quelqu'un d'autre qu'il n'ait pas cette honte, cette vraie honte? eh ben, en fait, quand l'agresseur prend conscience, quand on arrive à toucher, développer, ouvrir la porte de l'empathie chez cette personne-là, il va prendre conscience du mal qu'il a fait, il va avoir honte et il va demander réparation. Et dans certaines situations, l'agresseur va venir s'excuser auprès de la victime. Je vous l'accorde, c'est pas la majorité des cas. Mais pourquoi aussi c'est pas la majorité des cas? Parce que celle-ci prend le pas sur ce qui se passe. Mais en réalité, c'est lui qui devrait avoir honte. Sauf qu'en général, on est sur des profils où en fait, la notion d'empathie est un peu biaisée. Donc, quand l'élève vous dit j'ai honte, en général, il va être là-dedans. En fait. Et ça peut valoir le coup, en fait, du coup, de faire la distinction entre les deux. Ok, t'as honte de quoi? T'as honte parce que tu penses que les autres vont se moquer de toi? Ou est-ce que t'as honte parce que t'as fait du mal à quelqu'un? Parce que si t'as honte parce que t'as fait du mal à quelqu'un, c'est normal. D'accord. Et la honte, elle se dépasse par le partage. La vraie. Hein. Elle se développe. Et en fait, là, l'idée, c'est ok, t'as honte de quoi? Ah oui, tu l'as fait du mal, tu l'as poussé, il s'est cassé le nez contre le mur. Et du coup, ouais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé de faire du mal à quelqu'un sans faire exprès. Bah, tu sais, après ce que j'ai fait, je suis allée m'excuser. Et puis, si je peux réparer, bah, je répare. Si j'ai pas pu réparer, bah, au moins, je vais m'excuser. Mais moi aussi, j'ai fait aussi quelque chose, d'accord, le partage. Parce que, en fait, le fait de partager la honte, bah, ça. Je suis pas tout seul. Ok? Je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul, je suis pas exclu. Et en plus, tu me donnes une astuce pour revenir dans le groupe. Sauve la vie, là. Quand on est sur de la vraie honte, hein. Par contre, quand on est sur de la honte sociale, bah, ça vaut le coup, en fait, de travailler sur le jugement. C'est quoi le jugement? Comment est-ce que le jugement, on le prend ou pas? Ok? Ouais. On va parler. Je voulais vous parler aussi de. Alors, on va filer sur les cas de confiance. Pour avoir confiance en soi. Alors, ça, c'est la continuité de Filiosa.
Elle parle de 4 confiances. D'accord? Pour avoir confiance en soi et être autonome, du coup, parce que quand on a confiance en soi, on est autonome, eh bien, on a besoin de 4 confiances qui sont la confiance de base, ce qu'on appelle la confiance de base, la confiance en sa personne propre, la confiance en ses capacités et la confiance sociale. La confiance de base, c'est celle-ci. Là, pour avoir confiance en soi, on a besoin de ça. La confiance de base, c'est avoir sa place. D'accord? Avoir sa place, enfin avoir ce sentiment d'avoir sa place, d'exister et d'être en lien avec ses sensations et avoir confiance dans son corps. D'accord? Si je sais que j'ai faim, je vais manger. Si j'ai une espèce de sensation bizarre dans mon ventre et que j'arrive pas à identifier ce que c'est, soit je vais manger, soit je vais boire, soit je vais aller dormir, puis le milieu, c'est pas ça, quoi. D'accord? On parle des sensations. Si je sais que je n'arrive pas à identifier ce qui est en train de monter, là, tu vois, un truc là qui commence à chauffer, à serrer, je commence à serrer les mâchoires, que je commence à serrer les poings et que ça commence à chauffer, et que je me dis, ah tiens, peut-être, je serais peut-être en colère. Et ben ça va être plus facile de gérer la relation derrière. Alors que si en fait je sens rien du tout et que d'un seul coup, ah ben j'ai bien fait, voilà, c'est bien, je vais ramasser après. Donc, vous voyez, la colère, ça explose. Non, mais je le ferai après. Il y a du monde qui va arriver. Voilà, c'est un jeu. Après, vous trouvez le truc là. Donc, ça va, voilà. Non, mais c'est pas grave, je fais les jeux quand même. Venez, on va terminer parce que c'est notre jeu. En plus, c'est celui avec les gens. Bah oui. J'ai arrivé aussi. C'est spectaculaire. L'air explosif. Ah, si. L'émotion. L'émotion. Donc, la confiance de base. La confiance de base, ça va être la confiance en ses sensations. Donc, quand on parle de sensations, c'est est-ce que j'ai chaud, est-ce que j'ai froid, est-ce que j'ai faim ou est-ce que je suis fatiguée. Si j'arrive à identifier ma sensation de fatigue, je ne vais pas forcément me jeter sur le frigo. Mais si j'arrive pas à identifier ma sensation de fatigue, peut-être que je vais compenser par de la nourriture. D'accord? Si j'arrive à identifier que en fait j'ai peur de quelque chose, je vais essayer d'identifier ce qui me met en danger et je vais aller m'en occuper. Je vais identifier mon besoin. D'accord? Si je suis pas à l'aise avec ça, donc, les petits exercices, le petit jeu qu'on a fait ce matin de marche en conscience, c'est quelque chose qui vous mettez en lien avec vos sensations. Vous avez aussi la méditation de la montagne. Voilà. Les exercices de méditation et de visualisation, on travaille la sensation d'ancrage et donc on travaille les sens. On travaille la confiance de base. La confiance en sa personne propre. La confiance de base, elle se construit au niveau de l'historique de la vie. Hein. C'est comment la façon dont la figure d'attachement va répondre aux besoins primaires de l'enfant, c'est-à-dire est-ce que je lui donne à manger quand il a faim, est-ce que je le fais dormir quand il a envie de dormir, est-ce que je lui donne un câlin quand il en a besoin, ou est-ce que quand il pleure, je lui file le biberon directement parce que j'ai d'autres choses qui se passent. Je le mets devant la télé. Voilà, la télé ou la sucette. Maintenant, je donne. Donc, en fait, a priori, la façon dont il semblerait que la façon dont on a répondu à nos besoins primaires dans l'enfance, donc dans la toute petite enfance, nous permettent en fait de mieux identifier nos besoins. D'accord? Si ça a été un peu en décalé, des fois on a du mal aussi à l'identifier si on a répondu à côté. Ok? Deuxième confiance à se construire au niveau du développement de l'enfance, c'est, vous savez, de 3 ans. Non. Tu vas goûter? Non. Tiens. Ok. C'est la phase d'individuation. La phase d'individuation, c'est quoi? C'est le fait, en fait, de me sentir différent de toi. Je fais un choix différent du tien. Jusqu'à présent, quand maman elle disait on va à l'école, on va au parc, on va à machin, je la suivais partout. Et là, j'ai décidé que non. Alors, c'est vrai, à 2-3 ans,
On a une petite phase aussi à l'ado qui revient un petit peu, d'accord? Mais en tout cas, ça parle aussi de mon autorisation, de la façon dont je m'autorise moi à dire non à l'autre. Quand l'autre arrive dans mon espace vital, à quel moment je m'autorise à lui dire non ou pas? D'accord? À quel moment je dis, bah, ou alors comment est-ce que c'est pour moi quand l'autre, il me dit, bah non, je suis pas d'accord avec toi. Comment ça, tu n'es pas d'accord avec moi? Non, mais moi j'ai besoin que tu sois d'accord avec moi, parce que sinon, comment on fait? D'accord? C'est derrière Après, on a la confiance en ses capacités. Ça, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire. Bah, je sais l'étape de multiplication. Hein. Mais comment est-ce qu'on acquiert cette confiance-là? C'est est-ce que j'ai le droit de me tromper? Parce que si j'ai le droit de me tromper, si quand je me trompe, eh bien, je me prends une rousse à la maison, ben, la prochaine fois, je ne vais pas prendre trop de risques. Parce que des fois que j'y arriverai pas, ça va faire mal. Par contre, si quand je me trompe, bah, on me dit, bah écoute, ok, bah oui, t'as eu 0 à ton 1-0. Effectivement, c'est pas cool. En même temps, on va aller regarder ce que, là où tu t'es planté. On va regarder ce que tu as fait de bien. Et on va regarder aussi là où tu t'es planté pour essayer d'apprendre de tes erreurs. D'accord? Bah là, dans ce cas-là, il n'y a plus de risque pour moi, en fait, de me tromper. Donc, je peux prendre le risque d'essayer des choses que je ne connais pas. Et je peux aller dans la découverte. Et donc, c'est quoi les apprentissages si ce n'est la découverte? Et là, je peux prendre le risque d'apprendre autre chose parce que même si j'y arrive pas, ce ne sera pas donc. Donc, la confiance en ses capacités, elle dépend de mon droit à l'erreur. Celui qu'on m'a donné et celui, du coup, que j'ai intégré et que je me donne par la suite. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'adulte et enseignante, je m'autorise à me tromper? Qu'est-ce qui se passe quand je me trompe? Quand je dis quelque chose, quand finalement, je suis en train de dire un truc en classe et que finalement, je me rends compte que je raconte n'importe quoi. Et qu'est-ce qui se passe quand d'un seul coup, je suis en train d'expliquer un truc et j'ai un blanc. D'accord? Est-ce que ça me met vraiment mal à l'aise? Est-ce que ça me fait monter en stress? Ou est-ce que je fais oh là là, alors non, en fait, je suis en train de vous raconter des bêtises, là, ça va pas. Allez, on va recommencer tout et on recommence. Et quand vous faites ça, vous vous autorisez l'erreur. Et quand vous vous autorisez l'erreur, je vous rappelle que les enfants apprennent dans l'éducation, vous leur autorisez. C'est cool d'avoir une prof qui se plante de temps en temps. Ça veut dire que nous aussi, on a le droit de se planter. C'est génial, quoi. Parce que si notre adulte référent, que ce soit notre enseignant, notre parent, il est là-haut qui se plante jamais, je n'arriverai pas, quoi. Je peux pas rivaliser au secours. Je me sentirais toujours mieux. Ok. Et après, la dernière confiance, c'est la confiance sociale. La confiance sociale, ben, c'est l'âge de la socialisation, d'accord, pour les enfants. Donc c'est l'âge où ils apprennent ils sont plus dans les jeux individuels, mais dans les jeux parallèles, ils commencent à être dans les jeux avec l'autre, d'accord. Ils commencent à prendre l'autre en considération pour jouer. Et puis, la confiance sociale, c'est ce qui joue à l'adolescence où, en fait, l'ado n'est plus dans un système d'attachement qui est vertical, entre guillemets, c'est-à-dire du parent vers l'enfant, mais sur un attachement horizontal qui est avec ses pairs. Donc, il y a plus d'importance, il a plus de références, il donne plus d'importance à ce qui se passe chez ses pairs que chez ses parents. Et les parents, ils n'ont plus le droit, ils n'ont plus le droit au chapitre, plus trop là. Et voilà. Donc là, on est dans la confiance sociale. Ce sont les 4 verbes de la relation qui sont donnés, recevoir, demander, refuser. Recevoir. Est-ce que c'est facile pour moi de donner? Est-ce que c'est facile pour moi de recevoir? Est-ce que c'est facile pour moi de demander? Est-ce que c'est facile pour moi de refuser? Quand je suis à l'aise avec ces 4 choses-là,
Eh bien, si c'est facile pour moi de refuser quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas de souci. Je vais aussi pouvoir accepter que l'autre me refuse quelque chose. C'est vrai dans les deux sens. Donc moi, ce que je vous invite à voir, c'est est-ce que c'est facile pour vous de donner quelque chose, de donner de l'aide à quelqu'un? Est-ce que c'est facile pour vous de recevoir quelque chose, de recevoir de l'aide? Des fois, on a des profils superwoman. Moi, j'y arriverai tout le temps. Jusqu'à ce que bang, je me plante et que Ça fait mal. j'arrive au burn-out professionnel parce qu'en fait, ça s'est accumulé. Et à aucun moment, j'ai pu me mettre en tête que je pouvais demander de l'aide ou je me suis autorisée à demander de l'aide. Et du coup, eh bien, je tire sur la corde jusqu'au bout du bout. Et puis quand ça pète, ça file. Est-ce que c'est facile pour moi de demander de l'aide? Est-ce que c'est facile pour moi qu'on me demande de l'aide? Ou est-ce que, attends, toi, tu veux? Je vous ai fait les quatre là ou pas? Refuser. Est-ce que c'est facile pour moi de refuser, par exemple, quand on me demande de l'aide et que moi je suis déjà dans le jus? Ou est-ce que, bah non, je sors ma cape de Superman, de Wonder Woman, je vais me tire encore un petit peu plus sur la corde, je vais aller l'aider parce qu'il a plus besoin de moi quand même que moi de moi. Donc, allez, j'y vais. Quand c'est pas juste pour moi, hein, je veux dire, la question c'est qu'est-ce que je fais quand je vois que c'est pas juste pour moi? Est-ce que j'en oublie mes besoins pour aller aider l'autre ou est-ce qu'au contraire, je me dis là non, clairement je peux pas et dans ce cas-là, je lui dis. Il va être frustré, il va être embêté. Après, je peux peut-être éventuellement lui donner des pistes pour avoir une aide de quelqu'un d'autre, quoi. Mais moi, non, c'est pas possible. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? La confiance. L'ego. La confiance en soi. L'ego qui dit non, je ne vais pas refaire. L'ego qui dit non, je vais pas. Alors, l'ego, les croyances en fait, ce qu'on appelle les drivers, c'est-à-dire quand on nous a inculqué depuis tout petit qu'il fallait être fort, fort, fort et qu'on n'avait pas le droit à la faiblesse, et bien du coup, on est fort et on n'a pas le droit à la faiblesse. Il est déjà là? Oui, il est là. C'est sur les. Bonjour. Bonjour. Je termine. Puis après, une minute. On va attendre une seconde et je termine. Je vous laisse. Donc, vous voyez la confiance en soi. C'est ces quatre confiances-là. Et en fait, c'est quand on travaille sur ces quatre confiances-là, eh bien, ça va nous permettre d'aller toucher cet ancrage, en fait, qui permet en fait de rentrer dans la porte, de rentrer dans la pièce et de sentir qu'en fait j'ai cette autorité naturelle. C'est-à-dire que plus je vais être ancrée dans ce qui se passe pour moi et plus je vais être ancrée notamment par mes sensations et que je vais sentir ce qui se passe et du coup je vais pouvoir grâce à ça exprimer mes besoins quand j'en ai besoin, c'est-à-dire stop avant que ça dégénère, d'accord? Que je vais pouvoir dire, je vais pouvoir aussi être suffisamment centré sur moi pour pouvoir être à l'écoute de l'autre, avoir suffisamment confiance en mes capacités, par exemple, de compétences émotionnelles pour pouvoir accueillir la colère de l'autre, eh bien, je vais pouvoir aller gérer le conflit. Je vais pouvoir aller voir cet enfant qui est en train de passer par la fenêtre pour se sauver. De lui dire, parce que je le vois passer par la fenêtre, je me dis, ça veut dire que je suis nulle, il ne s'intéresse pas à mon cours, confiance en mes compétences. Non, je ne vais pas aller le voir une fois qu'il est là. Ok, d'accord, tu as le droit de dire que mon cours est nul. Je dis, ok, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu as très envie de partir, c'est quel est le problème? Je trouve que mon cours est nul, franchement, ça ne t'intéresse pas du tout. Qu'est-ce que toi, tu aimerais faire quoi en fait?
Vous voyez la différence entre les deux? C'est-à-dire que si j'ai l'impression que ça me remet en cause moi, je ne vais pas y aller en fait. Je ne vais pas aller au conflit qui peut en découler. Par contre, si j'ai confiance en fait dans mes capacités, dans ma façon de faire, j'ai confiance sur le fait que je vais savoir, je vais sentir le moment où ça risque de déborder, et donc je vais pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir éviter que ça déborde dans de la violence. Eh bien, je vais pouvoir aller voir cet enfant, même cet ado qui tape sur tout le monde. Bon, bah, c'est fini. Sans transition, on arrête. Merci. Merci. Ça vous. Ok. Oui, donc bah, du coup, on conclut. Juste avant de partir, je veux bien que vous mettiez avec quoi vous repartez sur les petits bouts de papier et je range pour la suivante. Voilà. C'est tombé sur les bouts de papier? Ouais, j'arrête. Est-ce qu'il y a du monde?